Donc, c'est la deuxième partie de cet après-midi hein, qui a pour sujet les conséquences pour les exilés. Alors, il y aura deux interventions. La première sera celle de Pamela Der Antonia, d'un asile impossible à la non-reconnaissance des troubles. Et la deuxième, Les enfants aussi ont mal, de Marie-Rose Moreau. Donc, je présente Pamela Der Antonio, qui est médecin au centre Primo Levi. Elle est formatrice aussi. Le centre Primo Levi, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est créé depuis 1995 et dédié à l'accueil et aux soins des personnes victimes de torture et de violences politiques, réfugiées en France. Le centre Primo Levi assure aussi effectivement l'édition d'une revue qui s'appelle Mémoire et des formations. Pamela Der Antonian assurant des formations au niveau de ce centre Primo Levi, mais aussi à la Société française de médecine générale. Voilà. Marie-Rose Moreau, est-ce encore utile de vous présenter hein? Donc, vous êtes professeur de psychiatrie, précisément en pédopsychiatrie, psychanalyste, enseignante et chercheuse. Vous êtes connue hein, pour la clinique de la transculturalité hein, et vous avez développé une consultation à Avicenne pour les enfants et les adultes qui sont donc des psychothérapies transculturelles. Vous êtes chef de service à la Maison Solène, qui est une maison d'adolescents, l'hôpital de Cochin. Vous êtes aussi, enseignante, vous assurez 2 DU, donc dans le domaine de la psychiatrie transculturelle et aussi dans le domaine de la psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Médiation. Et médiation. Traduction, voilà. Médiation. Voilà. Vous êtes aussi quelqu'un qui dit son mot en matière politique, puisque vous avez rédigé un rapport en 2017 à la demande de François Hollande hein, sur le bien-être et la santé des jeunes. Vous avez récemment fait un article dans l'UMA concernant la situation de psychiatrie en France, assez désastreuse. Voilà, vous avez écrit une trentaine d'ouvrages avec notamment Thierry Bobet dans le domaine de la transculturalité. Voilà, je pense que j'en ai oublié sûrement, mais commençons donc par l'exposé de Pamela. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. C'est avec plaisir que je me joins à vous aujourd'hui, même si c'est par Zoom. Je suis vraiment enchantée d'avoir aussi pu assister à toutes les tables qui ont précédé, qui étaient passionnantes. Donc, je viens ici partager avec vous les observations et les réflexions de ma place de médecin généraliste au centre Primo Levi. Je vais quand même situer le mandat d'action de soins du centre Primo Levi, ou le rappeler pour ceux qui savent. Donc, nous suivons des personnes exilées du fait de discrimination et violences dans leur pays d'origine. Donc, nous avons une place également d'observateurs qui s'étire dans le temps, puisque nous pouvons suivre des personnes sur plusieurs années. C'est un temps assez long. C'est également une place assez privilégiée pour témoigner ici de l'état de santé de cette population et aussi, en effet, témoigner des effets de la fermeture des trajectoires juridiques. Ainsi, nous faisons face aux conséquences des refus de statut de réfugié et des refus de titre de séjour pour soins, tout en assurant la poursuite du soin avec cette absence, malgré cette absence de reconnaissance d'un avenir en France. Au centre Primo Levi, environ 60% de nos patients évoquent spontanément à l'entretien d'accueil avoir subi des tortures. Cela nous donne par la suite et dès le démarrage une vision assez large des ravages du psychotrauma, des séquelles sur la santé, physique et psychique, graves, des handicaps, avec pour constat que le traumatisme reste sous-évalué, ainsi que ses modalités de soins qui ne sont pas encore toutes exploitées ni homogènes en France. Donc, de ma place de médecin au centre Primo Levi, je peux témoigner pour toute notre équipe que nous avons des patients qui sont majoritairement sans papier, dans une précarité qui s'accélère et qui nous alarme. Alors, ainsi destitués de la légitimité de rester en France, nous constatons pourtant combien les soins restent nécessaires pour des états extrêmement graves, préoccupants,
qui nous font mobiliser des soins importants, mais aussi des collaborations avec des interprètes, des spécialistes, des hospitaliers, des équipes de soins élargies où l'inquiétude des soignants est unanime. J'observe également que cette nécessité de soins est recherchée activement par les patients eux-mêmes, alors que ces patients n'ont plus rien ou presque plus rien, pas de ressources, pas de moyens de transport. Ils sont plongés dans une précarité brutale avec un état général qui s'affaiblit très rapidement. Ces obstacles représentent réellement un défi au quotidien pour l'accès aux soins pour ces patients, défi que ces patients pourtant relèvent en venant à leur consultation pour être soignés. Concernant les rejets en grand nombre des demandes de titres de séjour pour soins, il est en effet important de témoigner, comme tous nous l'avons fait, et ce qui légitime cette journée. Donc, la délivrance d'un titre de séjour pour soins est en effet devenue extrêmement rare. Les rejets sont trop fréquents et le procédé d'évaluation de l'OFII lui-même vient témoigner d'un doute dans lequel notre patient plonge, ainsi que le médecin qui est en charge de remplir le formulaire de l'OFII et témoigner de la santé d'un patient. En effet, le médecin est lui aussi soumis à la logique de la preuve. Il est ainsi soumis à la défiance par ses pairs, défiance de son regard clinique, voire de sa déontologie, plongé dans la confusion d'un procédé rédactionnel, un procédé rédactionnel de chiffrage de l'état d'un patient qui est cliniquement extrêmement réducteur et qui induit un malaise dès lors même de cette étape de la rédaction. Excusez-moi, Pamela. Oui. Oui, je vous prie de m'excuser, c'est Mathieu depuis l'auditorium. Plusieurs personnes m'indiquent que le son est un peu faible. Si vous pouvez parler un tout petit peu plus près ou un tout petit peu plus fort, je pense que ça sera parfait. Merci beaucoup. Excusez-moi de vous avoir attendu. J'espère que c'est mieux. Donc, je parlais du malaise, en effet, à l'étape de la rédaction du formulaire de demande du titre de séjour pour soins. Donc, le malaise retentit aussi dans la projection de l'avenir, du soutien du patient qui demande des explications sur la continuité médicale dans le traitement du dossier et de la reconnaissance in fine dans les murs de l'OFII. En 2019, après un recul d'un an et demi sur les réponses négatives de rejet de l'OFII, le Centre Primo Levi a pu formaliser une démarche de rencontre avec l'OFII, avec pour objectif de comprendre le fonctionnement du pôle médical et de son articulation avec la décision finale de délivrance d'un titre de séjour pour soins en France. Un échange a donc pu être organisé avec notre équipe et les représentants de la direction du pôle médical de l'OFII. Le recul, suite à cette rencontre, a permis de confirmer que le fonctionnement et l'appréciation par le pôle médical et la décision de rejet témoignent d'un écart important avec ce que nous apprécions chaque jour au Centre Primo Levi concernant le soin des patients. Il y a, de notre point de vue, un désaccord sur la gravité des symptômes, sur l'importance des soins qui sont mobilisés. Ainsi, les ravages sur la santé et leur corrélation avec les récits de violence ne témoignent pas qu'il y a une prise en compte de soins spécifiques. Ces soins, pourtant, montrent qu'une majorité de patients peuvent aller mieux, et cela au prix d'un dispositif de soins conséquent et qui s'organise dans la durée. Je vais préciser en m'appuyant sur deux exemples plus concis, deux exemples cliniques. Le premier exemple est celui de Madame L, qui vient témoigner de la complexité à reconnaître la souffrance liée au traumatisme psychique. Ainsi, Madame L est confrontée à des manifestations psychiques graves et typiques du traumatisme ou de l'état de stress post-traumatique complexe. Et elle fait également face à des problématiques materno-infantiles qui nécessitent un étayage extrêmement lourd. Madame obtient pourtant un refus de sa demande de titre de séjour pour soins. Suite à cette première rencontre qui s'est organisée avec l'OFII, j'ai pris l'initiative d'avoir une communication téléphonique avec le médecin psychiatre de l'OFII, avec une possibilité de relecture de ce dossier. Il en est ressorti de cette conversation téléphonique
que la relecture du dossier, donc du formulaire OFII, ne détaillait pas suffisamment les violences subies pour pouvoir qualifier l'exceptionnelle gravité. Il m'a été spécifié toutefois que lorsque l'on remplit un dossier OFII pour le volet B intitulé entre guillemets pathologie psychiatrique, il ne faudrait pas mettre en valeur le caractère entre guillemets réactionnel qui serait considéré alors comme un événement défavorable pour obtenir un accord. Je pose alors la question, qu'est-ce qu'un psychotraumatisme? Les effets des pathologies psychiatriques ne sont-ils pas en lien de causalité avec les éléments historiques de la vie d'un patient? Suite à la décision de rejet, Madame L a eu un vécu massif avec une aggravation de ses hallucinations, des actes d'auto-agressivité et des mutilations en lien avec des idées suicidaires qui ont fini par déboucher sur un signalement. Madame L exprimait pourtant régulièrement lors des consultations la souffrance ressentie en ayant eu le refus du titre de séjour pour soins puis l'OQTF. La réaction dépressive manifestée durant des mois était en lien, en tout cas a été vraiment catalysée par cette annonce de refus de régularisation et une profonde difficulté à accepter de vivre sans aucune légitimité en France. Je vais aussi prendre un autre exemple qui m'a semblé important pour notre journée. C'est le cas l'histoire de Madame M, 40 ans, donc, qui obtient un premier titre de séjour dans le cadre d'une tumeur du genou, avec la pose d'une prothèse de genou et un suivi chirurgical assez régulier. Ce suivi, au fur et à mesure, est même rapproché devant une dégradation de la tolérance à la prothèse et l'apparition de douleurs intenses, qui débouchent également sur la reconnaissance d'un handicap par la MDPH. Donc, grâce à l'obtention de ce premier titre de séjour pour soins, Madame M entame une insertion professionnelle avec une reconnaissance de travailleur handicapé, la RQTH. Sa vie progressivement s'améliore, lui permettant au fur et à mesure des mois de sortir de la précarité profonde, de reprendre vie et de continuer à se soigner surtout. Après un renouvellement du titre de séjour pour soins, le non-renouvellement vient rompre toute reconnaissance de soins reconnus comme spécifiques et d'une exceptionnelle gravité jusqu'alors, et par conséquent, vient briser ce qu'elle a construit. Madame M est alors justement en réévaluation de sa prothèse au niveau chirurgical dans un hôpital au nord de la France, avec une adhésion osseuse au niveau de sa prothèse qui se fragilise et un orthopédiste qui, en attendant de pouvoir la revoir dans le contexte sanitaire actuel, lui prescrit une attelle. L'histoire de Madame L est celle de beaucoup d'autres. L'état de ce refus est un grand choc pour les patients dans le cadre du non-renouvellement. C'est très important de le dire. En effet, nous voyons des patients armés de courage, contraints de faire un immense et très douloureux pas en arrière, devoir rompre un CDI, rompre leur bail, recevoir des lettres d'expulsion d'un appartement en location, de devoir rappeler le 115 et errer sans domiciliation, ne pas pouvoir faire un regroupement familial qui était pourtant en pleine voie de concrétisation. C'est extrêmement douloureux. Et dans les timings de rejet, la réception de l'OQTF et les répercussions de la précarisation, ils peuvent même parfois arriver à un moment où ils vont interrompre un soin spécialisé, une convalescence post-chirurgicale, avec des conséquences qui peuvent être dramatiques et qui sont en pleine contradiction avec l'objet même du titre de séjour. Donc nous voyons hélas à ce stade les gens dépérir psychiquement avec des réactivations traumatiques, des mouvements dépressifs et aussi physiquement témoigner de troubles du sommeil, d'anorexie, avec la précarisation par-dessus qui les affaiblit durablement et entrave leur accès aux soins qui étaient antérieurement mis en place. Je voulais aussi, dans cette intervention, souligner un point important qui était de constater que le rejet sur les constatations médicales s'appuie et mentionne le rejet de l'OFPRA ou de la CNDA.
C'est-à-dire que dans la notification du rejet, on a un petit paragraphe qui témoigne de la prise en compte du rejet du parcours de la demande d'asile. Et les répercussions sont désastreuses parce qu'elles sont dans la redondance du corps en demande de soins et du corps traumatisé en demande de reconnaissance. Et que ça, c'est vraiment catastrophique. Ce déni du récit dans la maladie psychique, avec un malade pourtant en demande de soins, induit également une dégradation rapide et très préoccupante de sa santé. Ainsi, un rejet du soin qui s'appuie sur le rejet de la demande d'asile remet en doute non seulement le récit des persécutions et des violences subies, mais dénie également la souffrance vécue et soignée, la souffrance reconnue par des professionnels et reliée par eux-mêmes à l'histoire d'un patient. Ainsi, ces patients sont enfermés et condamnés à vivre sans projet, sans autorisation de construire ni de devenir quelqu'un, isolés et immobilisés dans une sorte de limbe ou de sas d'attente. Il y a eu la métaphore du tunnel juridique aussi ce matin, qui détériore leur santé, qui réactive leur traumatisme, entraînent des somatisations qui freinent significativement leur vie, leur font consommer également des traitements lourds et chroniques, et les prédispose à des pathologies chroniques, cardiovasculaires, des comorbidités psychiatriques secondaires. Ils souffrent profondément et j'ai souhaité, afin de pouvoir commencer à conclure, de vous donner, simplement citer une phrase de patiente récente qui disait « Je m'endors sur des douleurs, je me réveille sur des douleurs, c'est quoi? C'est pas une vie. » Donc, en conclusion sur tout ce qui a été dit ce matin et sur les mots que je pose actuellement, je peux vraiment témoigner qu'il y a une appréciation cliniquement très différente entre ces refus massifs de titres de séjour pour soins et les soins que nous organisons chaque jour au centre Primo Levi. Une considération de la gravité des symptômes qui est décalée et une non-reconnaissance de l'histoire de la maladie psychique, comme de l'authenticité de son soin. Un soin qui dépend, selon mes constatations, d'un travail de groupe, avec une part très importante à prendre en compte, l'effet de la relation thérapeutique dans le soin. Merci beaucoup. Je vous laisse. Il faut le micro. Ah, il faut que je me mette là, Ça d'accord. sera le micro de l'ordinateur, Ok. ouais, tout à fait. Je vais mettre le temps quand même avant. Ok. Ok. Flèche de gauche, flèche de droite. Flèche de gauche, flèche de droite. Flèche de droite plutôt. Ok, ok. Bon, bonjour, merci beaucoup de cette invitation et de l'énergie que vous avez mis collectivement sur ce travail, sur ce thème extrêmement important. Des enfants, vous m'avez convié à ça. J'ai préparé quelques varier les plaisirs, quelques mots et quelques images. Et pour parler des enfants, mais aussi pour faire le lien avec ce que j'ai entendu en début d'après-midi et la question limpide que François Héran a posée sur la question de la discrimination systémique, je voulais dire que cette question se pose bien sûr pour les enfants et pour les adolescents et pour les familles, mais je voulais prendre un exemple précis qui est la question des interprètes et des traducteurs pour les enfants. Il y a 2 ans, nous avons fait une étude avec nos amis canadiens, avec Yvan Leanza, sur l'impact d'avoir ou pas un traducteur
chaque fois qu'on s'occupe d'enfants migrants ou d'enfants de migrants, qu'est-ce que ça faisait aux enfants, aux familles, qu'est-ce que ça faisait aux autres professionnels. Et donc, on a mené une étude comparative, puisqu'on l'a fait et à Montréal, et à Québec, et à Paris. À Paris, on l'a fait à Bobigny, à Paris, dans 2 consultations différentes, et avec des chercheurs qui étaient extérieurs aux équipes. Et ces études, mais qui étaient une série d'autres études qui existaient auparavant, ont montré l'importance de ces traducteurs et de ces médiateurs pour les enfants, même lorsqu'ils parlaient bien la langue du pays d'accueil, et en termes d'efficacité, mais aussi en termes de reconnaissance symbolique de la part des parents et de la position des parents et du monde des parents. Et vraiment, les données étaient vraiment extrêmement évidentes. D'ailleurs, c'est maintenant dans les guidelines canadiens pour s'occuper des enfants de migrants et des enfants migrants, cette question des traducteurs est posée comme une nécessité non seulement éthique, mais pragmatique. Et pourtant, je sais qu'aujourd'hui, cette question n'est pas du tout, lorsqu'on considère les traducteurs essentiellement comme ceux qui vont permettre des informations, évidemment, de transmettre des informations, évidemment qu'on ne se pose pas cette question pour les enfants, surtout s'ils parlent la langue du monde extérieur. Et je considère que là, il y a quelque chose d'extrêmement important, d'autant et ça, on avait aussi montré ça dans l'étude, que lorsqu'on va s'adresser, lorsqu'on va traduire des propos d'enfants, dans un sens et dans l'autre d'ailleurs, il faut aussi faire un certain nombre, il faut être à hauteur d'enfant. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir, par exemple, permettre à l'enfant de s'adresser au traducteur d'une manière qui soit acceptable. Bien sûr, la question des mots, mais plein de paramètres comme ça. Si bien d'ailleurs qu'on a intégré dans notre DU qui concerne les médiateurs et les traducteurs, un module sur cette question. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que la plupart du temps, on se pose à peine la question parce que, encore une fois, on utilise l'enfant on considère que si lui comprend, ça va suffire. Et donc, du coup, on le prive de sa langue maternelle, on le prive d'une part active de ses parents, etc. Et je pense qu'on peut considérer que cette question n'est pas posée, elle n'est pas posée dans le champ de la santé, elle n'est pas assez posée et pas du tout posée dans le champ politique. Bon, mais ça, c'était pour faire le lien avec les choses importantes qui ont été dites avant. Je vais revenir sur les enfants, sur la clinique en tous les cas, des enfants, avec bien sûr un certain nombre d'éléments que j'avais mis là, que cette fameuse mais si juste phrase donc de Glissant, agis dans ton lieu, pense avec le monde, on la connaît tous, mais j'essaye de l'appliquer aux enfants et en particulier aux enfants migrants. Et puis j'avais mis une autre quelque chose en termes éthiques, en termes philosophiques, un autre précepte qui me soutient quand on parle des enfants, c'est la pièce Saïgon de Caroline Guylia, une Guyenne, elle-même enfant de réfugiés, qui a fait il y en a plein, mais celui-là est magnifique en tous les cas, m'avait beaucoup touchée, sur ce que vivent ces enfants de réfugiés et ces enfants réfugiés dans les errances et dans les incertitudes, et comment les enfants arrivent à se construire quand même et à faire des nouvelles formes de vie et des nouvelles formes de création. Bon, ça, c'est toujours là. Alors, donc, ça, c'est l'endroit où je consulte. Effectivement, j'ai toujours une consultation à Vicenne où on reçoit ces enfants et ces adolescents et ces familles, et 4 à Cochin, 4 consultations qui les accueillent. Donc, je vais me baser effectivement sur cette clinique. Alors, tout à l'heure, un intervenant disait l'importance
du lien entre ce que nous faisons ici avec ces enfants et la manière dont nous les soignons, et aussi ce qui se passe dans les pays d'origine, et donc aussi la clinique humanitaire. Alors, pour moi, c'est très important aussi cette question des terrains et des liens entre ces types de cliniques. J'ai longtemps travaillé avec Médecins sans frontières, en particulier pour les programmes des enfants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque on travaille dans la Goutte d'Or avec les mineurs non accompagnés qui viennent du Maghreb, et j'ai l'impression que je fais le même programme que je faisais au Guatemala. Donc, il y a bien sûr des liens à faire entre ces lieux et ce qu'on apprend de ces enfants et de ces vulnérabilités, mais aussi évidemment des modalités de résistance de ces enfants. Donc, mon terrain, c'est ces cliniques-là, mais aussi une étude sur laquelle je vais m'appuyer en partie, en tous les cas, c'est l'étude que nous avons faite autour de l'ELAL. L'ELAL, c'est un outil de valorisation des langues maternelles des enfants qu'on peut utiliser donc pour les enfants ici, qui grandissent ici, mais aussi avec plusieurs langues, la langue du dehors et la langue du dedans, mais qu'on peut aussi utiliser lorsqu'on veut évaluer les compétences des enfants et des adolescents qui arrivent en France, des allophones, pour connaître leurs compétences linguistiques et faire avec ces compétences linguistiques. Et donc, on a fait un certain nombre d'entretiens autour de cet ELAL avec les parents, et sur la question de la transmission et aussi de ce qui fait mal aux enfants et qui va s'inscrire dans la langue. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. J'en prendrai, en fonction du temps, des petits exemples. Alors, les enfants, je vais parler et parfois passer de l'un à l'autre de deux types d'enfants et d'adolescents, de bébés, d'enfants et d'adolescents. Donc, ceux qui sont réfugiés avec leurs parents, et qui vivent l'exil, et de la même façon que leurs parents, mais ils le vivent par ailleurs comme enfants. Ça va s'inscrire donc dans leur développement. Donc, c'est des effets sur le développement des enfants très, très importants. Et je prendrai tout de suite l'exemple de Kassa, mais je parlerai aussi après des enfants qui naissent ici, dans des familles de réfugiés, et les modalités qui vont venir, non pas, ils ne les ont pas vécues directement, mais elles leur sont transmises. Et il y a des choses en commun, mais il y a aussi des différences. C'est pas du tout la même chose d'avoir vécu cela avec ses parents ou tout seul. En fait, tout seul, c'est encore une troisième catégorie d'enfants, ou ça a été transmis à l'intérieur de la maison. Donc, c'est des catégories très différentes. Je vais essayer de parler de la spécificité de ce que vivent ces trois types d'enfants de manière différente, mais il y a quand même quelque chose de commun dans ces douleurs d'enfance qui est, et qu'on retrouve finalement dans presque toutes, en tout cas dans les trois situations, c'est de porter directement ou indirectement la frayeur des parents, les événements qui ont entraîné de la peur, de la fuite, du trauma, de la torture, de la désorganisation. Et ça, cette clinique, comment cette peur vécue ou transmise va s'inscrire dans le développement pour aujourd'hui, le présent des enfants, et pour demain. Je pense que ça, c'est un élément. Il y a déjà beaucoup de travaux, bien sûr, qui ont été faits, mais il nous reste bien des choses à comprendre. Et en évoquant pour évoquer ces douleurs d'enfance directes et indirectes, bien sûr, de nombreuses situations me venaient dans la tête, mais je pense par exemple au petit Kassa. Le petit Kassa, il est né en terre d'exil. Ses deux parents sont des réfugiés tamouls. C'était des étudiants au moment engagés à l'université, des syndicalistes tous les deux, elle en philosophie, lui en économie. Et puis, pendant la
la guerre civile. Ils ont été, le père a été le monsieur a été emprisonné et à la sortie de cet épisode de prison, sa famille l'a obligé, enfin pour le protéger, à partir en Inde, et d'Inde, il est arrivé en France. Et madame a rejoint son mari en France. Dans cette situation, monsieur était tellement blessé par le fait qu'il a été obligé de quitter son monde, sa famille, ses valeurs, ses engagements, puisque c'est un syndicaliste extrêmement engagé, qu'il était tellement en difficulté en partant, sa famille l'a contraint vraiment à partir, et il a fait une promesse, il s'est fait une promesse en quittant la terre de sa famille. Il a promis que plus jamais il ne parlerait le tamoul, comme si la modification comme si le fait de ne plus jamais parler le tamoul allait effacer une partie de la violence de ce qui s'était passé. Je vous passe les détails. Ils ont un enfant, et cet enfant, né donc dans la période où les parents étaient réfugiés et où les parents essayaient de construire une vie, très tôt, il va montrer des troubles du développement. Et il va surtout montrer des difficultés à rentrer dans le langage. Et donc, son père lui parle en anglais, sa mère lui parle en tamoul et en anglais, et en français d'ailleurs maintenant, et puis bien sûr à l'extérieur on parle français. Donc il y a toute une série de langues autour de cet enfant. Mais l'enfant, il a énormément de mal à parler. Quand il arrive, alors l'enfant est pris dans plusieurs services de pédopsychiatrie, les parents ne sont pas d'accord du tout avec la manière dont on s'occupe de cet enfant, et c'est pour ça au fond qu'ils arrivent à la consultation transculturelle. Et juste la petite séquence que je voulais vous dire pour cette question de la frayeur, c'est que dans les théories, et en particulier dans les théories que la maman avait à l'égard de cet enfant, c'était cet enfant ne parle pas parce qu'il ne sait pas dans quelle langue il doit parler. Et le père disant, mais moi comprenant que le tamoul fait partie de la question qui se pose pour cet enfant, disant, moi, si je parle en tamoul alors que je me suis fait la promesse de plus jamais parler en tamoul, je vais m'effondrer, parce que le tamoul contient pour moi toute la souffrance de ce qui m'est arrivé, et je ne peux pas assumer pour l'instant, sinon je m'écroule. Bon, tout le travail va consister à porter le père et l'enfant en même temps, et à finalement permettre que que le papa parle en tamoul sans s'effondrer, et que l'enfant puisse, lui, à ce moment-là, pouvoir métisser ces différents langages et rentrer dans le langage, ce qu'il fera à partir du moment où le père ne sera plus désorganisé par cette frayeur du trauma initial, j'allais dire, qui est celui qui s'est passé autour de la guerre et de son engagement. Alors, ce tout petit exemple pour dire l'importance de cette transmission de la frayeur, de la manière dont tous ces éléments-là, changer de vie, changer de langue, changer de monde, comment tout ça va se passer, et comment je vais articuler ces changements, ces métamorphoses nécessaires pour les parents avec l'élaboration de ce qui m'est arrivé, dans la douleur, et dans la trajectoire de l'homme et de la femme réfugiés, avec ces béances et ces errances. Alors, je voulais prendre un autre exemple. Je sais que je n'aurai pas le temps de faire, mais ça ne fait rien. Je vais vous montrer le deuxième, qui est un exemple sur la transmission de la guerre. Je vais directement à celui-là, en utilisant une petite bande dessinée que nous avons fait en temps de Covid pour aider au travail avec les adolescents. Et c'est donc l'exemple de Soraya. Donc, toutes ces bandes dessinées, tous ces outils dont je parle, toutes ces études
sont sur le site de la Maison de Solesmes. Donc c'est l'histoire, c'est une histoire vraie que nous avons donc transmis, écrit en bande dessinée, et qui a été dessinée par Sorita, qui est l'auteur de cette bande dessinée, non, Aurélia Orita, je l'ai changé son nom, qui connaît elle aussi ces histoires de vie. Bon, donc vous voyez, c'est une famille Khmer qui habite donc dans le 13e à Paris. Et voilà que notre président de la République dit que nous sommes en guerre. Soria, c'est l'héroïne, c'est l'adolescente. Soria, elle veut pas entendre ces choses-là. Elle écoute de la musique. Je résume à la bande dessinée. Le père, lui, il prend ça très très au sérieux parce que lui, il a vécu au Cambodge, il a vécu la guerre civile. Et donc, s'engage une discussion, encore une fois, tout ça est vrai, hein, c'est une histoire qui nous a été racontée sur le fil qu'on avait mis pour ces adolescents, s'engage toute une discussion sur qu'est-ce qu'il faut faire en temps de guerre, qui connaît la guerre, et à ce moment-là se pose la question de la transmission, parce que, et je vous disais que dans l'étude ELAL, on retrouve ça aussi énormément. Les parents disent, nous, on veut transmettre un certain nombre de choses à nos enfants, mais on ne veut pas transmettre la guerre, on ne veut pas transmettre l'horreur, on ne veut pas transmettre l'inhumain. Et donc, dans cette famille Khmer, un certain nombre de choses se sont transmises. Il y a d'ailleurs une grand-mère qui pourrait le dire, mais la grand-mère est tellement emmurée dans son silence et dans sa douleur que c'est difficile à faire. Et sauf que à l'occasion du Covid et des maux de guerre et de la difficulté à sortir, de l'impossibilité à sortir et avoir des relations normales à l'extérieur, ces questions se reposent. Et à ce moment-là, Soria, elle fait raconter à sa grand-mère quelque chose qui va lui permettre de s'inscrire dans cette histoire, de ne plus en avoir peur et de pouvoir trouver les ressources par rapport à l'extérieur. Donc, dans cette histoire, ce que je voulais montrer, oula, faut que je compte. Ah bon, quelques minutes encore, très bien. Ce que je voulais montrer, c'est le devenir de ces frayeurs, de ces douleurs, de ces silences, de ces cryptes, et le fait que ça va se reposer aux différentes périodes et aux différents moments, y compris lorsque des choses de l'extérieur réactives, mais aussi au passage, par exemple, quand je rentre dans les apprentissages, quand je fais des choix sexuels et des choix d'alliance à chaque fois dans les différentes étapes du développement. Donc ça, c'est pour ceux qui portent la transmission et la frayeur. Alors, prendre un deuxième exemple qui est ceux qui font eux-mêmes, par exemple les mineurs isolés. Et donc, j'avais pensé vous parler de Chérif. Chérif, c'est un garçon que j'ai vu la semaine dernière je l'ai appelé s'arracher au ventre de sa mère parce que voilà comment il raconte son histoire. Alors, Chérif, il est actuellement déjà suivi par un pédopsychiatre, un excellent pédopsychiatre, qui à un moment donné décide qu'il faut quand même aller dans un groupe transculturel parce qu'il y a des choses difficiles, il y a des choses qui s'inscrivent dans le corps de Chérif et qu'on n'arrive pas à les mobiliser, et que Chérif a des théories par rapport à cette douleur qui s'inscrit dans son corps. Et ce que je voulais dire sur l'histoire de Chérif, en commençant, c'est que lorsque Chérif va nous raconter dans la consultation transculturelle avec sa langue maternelle c'est le soninké, il est né au Sénégal d'un père et d'une mère, il est l'enfant unique, donc son père et sa mère l'aimaient beaucoup. Sa mère, qui est une grande commerçante, est partie en Guinée-Conakry pour faire du commerce, pour faire des affaires. Elle a emmené son fils qui était, donc ils étaient à ce moment-là, ils vivaient avec le frère de madame, donc l'oncle paternel, et donc
il y a eu une première étape où donc Cherif, alors oui, avant de vous raconter l'histoire, je voulais vous dire que l'histoire qu'il nous a racontée dans ce groupe transculturel était très différente de l'histoire qu'il avait racontée à son pédopsychiatre, par ailleurs très connaisseur de tout ça. Et ce qui montre que, que les histoires s'écrivent en les élaborant, mais ce qui montre aussi que le fait, puisque Cherif, il a appris, il a 16 ans, il a appris remarquablement bien le français depuis qu'il est ici, et donc il a jusque-là toujours parlé en français. Le fait de pouvoir parler dans différentes langues, donc le soninké et le français, lui a permis aussi de faire des liens dans son histoire et de la raconter bien différemment de la première fois. En tous les cas, donc, sa mère et lui partent en Guinée-Conakry, c'est comme ça qu'on nous raconte l'histoire, et puis là, Cherif, qui est un enfant unique, adore grandir avec ses cousins. Donc, quand sa mère, 2 ans plus tard, un an et demi plus tard, décide de rentrer de nouveau au Sénégal, Cherif décide de rester avec ses cousins et il l'impose à sa mère. Sa mère a une passion incroyable pour cet enfant, qui est son enfant unique, mais elle accepte parce qu'elle considère que ça fait partie. Elle accepte après avoir beaucoup pleuré, mais elle accepte. Et son père aussi, considérant que c'est des étapes nécessaires pour grandir. Donc, il y a une première étape qui est faite par lui, où il va imposer de grandir ailleurs. Et puis, à l'âge de 14 ans, Cherif décide de nouveau de partir. Alors, c'est son expression, de s'arracher au ventre de sa mère. Et pourquoi? Parce que c'est un garçon, parce que c'est un aventurier, parce qu'il veut que sa mère, que tout le monde soit fier de lui, et parce que les Soninké sont comme ça. Il finit par finir en disant « les Soninké, nous sommes comme ça ». Et donc, il traverse en 2 ans l'ensemble de l'Europe et il arrive à Paris. Il est très mal accueilli dans des conditions très difficiles. Et à ce moment-là, je pense que cet accueil difficile, cette incertitude, la confrontation à une réalité qui n'était pas la réalité qu'il avait imaginée dans ce pays très idéalisé par Cherif, fait qu'à ce moment-là, il a dans le corps des traductions très fortes. Il voit des choses, il entend des choses, il a peur. Il a un sentiment d'avoir fait des choses mauvaises sur le chemin. Et là, il commence à développer des théories théories étiologiques qui lui font penser qu'il s'est sans doute mal comporté par rapport au monde visible, par rapport à ses parents, mais aussi par rapport au monde invisible. Et donc, dans cette histoire, il est très clair que Cherif, comme plein d'enfants mis dans ces situations et d'adolescents, cherche à inscrire son parcours et les violences de ce parcours. Et j'insiste, dans cette histoire, une des plus grandes violences, c'est sans doute la manière dont il a été accueilli, c'est-à-dire cette suspicion finalement de ne pas être un aventurier, mais d'être plutôt quelqu'un qui cherche à gruger, qui cherche qui est un faible, qui cherche à utiliser un système. On l'interroge constamment, on peut l'imaginer sur son âge, sur ses intentions. On considère que ce qu'il dit sur le ventre de sa mère, c'est de l'ordre de quelque chose, d'une sorte d'irréalité, voire d'une sorte de folie. Et donc, Cherif, à ce moment-là, se trouve pris dans une sorte de difficulté lui-même à inscrire ce qui lui arrive et la nécessité de grandir et de son chemin de vie, d'inscrire son chemin de vie dans une histoire, parce qu'évidemment l'histoire elle ne commence pas avec la migration, mais la migration vient, disons, modifier, réinterpréter
cet élément de vie et vient, enfin ce parcours de vie, et vient, disons, complexifier aussi le destin de ces enfants qui doivent se trouver dans un espace psychique et dans un espace social et politique élargi, trouver des figures tutélaires, des figures d'idéalisation pour continuer à grandir et pour faire leur chemin en France. C'est ce que nous allons faire, nous sommes en train de faire avec Cherif. Mais je voulais juste par ces vignettes dire l'importance donc de l'ensemble de ces éléments, de la réinscription, dire aussi la dynamique du développement et la dynamique de la vie pour ces enfants, la clinique de l'insécurité et de la frayeur vécue ou transmise, et bien sûr pour ces enfants le multiple. Voilà, je crois que j'ai déjà dépassé mon temps. Je vous remercie beaucoup. Ah oui, j'avais fait ça. Je l'ai dit déjà. Allez. Ah non. Bien, merci pour ces deux excellents exposés. On a toujours grand plaisir à travers la clinique à faire un raccord entre effectivement ce qu'on entend d'intime des personnes et tout ce qui, alors je le dirais comme ça, tout ce qui du côté de la culture, pour le meilleur et pour le pire, vient en écho avec ces paroles qui nous sont dites dans l'intimité de l'écoute. Alors, du côté de Pamela, effectivement, j'ai eu le sentiment que vous disiez des choses qu'on avait entendues ce matin, et je me suis dit que à les avoir entendues comme nous, vous deviez vous sentir moins seul par rapport effectivement à la question du doute qui est malheureusement infiltrée par ces réponses, on va dire, à côté du corps médical de l'OFI. Voilà, et puis je vous remercie beaucoup, Marie-Rose Moreau, de faire revisiter comment dire, tout ce qui, dans l'univers de l'enfant et de l'adolescent, nous touche aussi en tant qu'adultes, parce que ça rappelle toujours quelque chose de nos propres angoisses d'enfants et d'adolescents. Sous des formes bien sûr différentes, peut-être moins graves apparemment, que quand on a affaire aussi effectivement à la question de l'exil. L'exil réel, exil interne aussi. Et si effectivement, comme Julia Kristeva nous disait, on est tous un peu étranges, notre propre étranger, on est tous peut-être aussi un peu exilés de nous-mêmes. Donc, je laisse éventuellement les questions venir. Ah oui, alors la première, c'est qu'en est-il des MNA qui sont souvent déniés de minorité par l'aide sociale à l'enfance et jusque dans la presse? Point d'interrogation. Comment les loger? Comment les prendre en charge? Oui, c'est la question de cette insistance, si j'ose dire, malgré on sait l'incertitude des âges osseux qui ont des amplitudes extrêmement larges, on sait la question des papiers. Donc ça c'est vraiment un débat ancien, mais effectivement, c'est d'ailleurs à mon sens plus que cette question technique, c'est une question politique, c'est-à-dire que pourquoi faut-il mettre toute notre énergie et tous nos moyens à s'occuper de cette question de l'âge? Bien sûr, c'est pour les exclure de la protection de l'enfance, c'est pour les exclure de tout ce qu'on doit aux mineurs, mais bon, ça s'arrête pas non plus, ça s'arrête pas à 18 ans. Bon, c'est une vraie question politique. Bien sûr qu'il y a des préjugés aussi très forts sur ces mineurs isolés. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec Claire,
enfin, constamment, ils sont au centre de polémiques, de préjugés. On ne se donne pas les moyens même de savoir combien on en a, mais après, on augmente énormément. Enfin, bon, là, il y a vraiment une question politique, c'est la question de l'accueil, qui est une question de rapport de force, à mon sens, plus que d'autres choses, quoi, question technique. Moi, j'ajouterais effectivement, enfin, par rapport à l'expérience que nous avons dans le département de la Loire, qu'il y a quand même l'espoir de voir bouger des choses, parce qu'on l'a vu sur 2-3 ans, nous. Déjà, bien sûr que c'est une question politique, parce qu'il y a une question qui est une tension entre les départements et l'État, hein, par rapport à effectivement ce qu'ils appellent la clé de répartition et les financements que normalement l'État doit fournir aux départements, et les départements constatant que cette aide financière de l'État ne vient pas, ou en tous les cas pas à la hauteur des efforts qu'ils font. Donc du coup, effectivement, l'aide sociale à l'enfance, comme structure de département, devant assurer l'accueil et l'hébergement, bon, est pris dans cet étau politique. Voilà. Par contre, ce que je crois quand même, c'est que si on arrive, en tous les cas au COMED, au COMED Loire, on a fait ce travail, c'est effectivement de faire en sorte que déjà se créent des liens de dialogue avec les travailleurs sociaux de l'aide sociale à l'enfance. Et chaque fois qu'on le fait, je dirais qu'on limite effectivement le désastre de mineurs soupçonnés d'être majeurs, de subir cette précarité, cette mise à l'écart, parce qu'il y a quand même un travail qui se fait au sein de l'aide sociale à l'enfance par rapport à l'évaluation, et j'ai l'impression que de ce côté-là, les choses peuvent évoluer. Et nous, on a pu constater que la reconnaissance de minorité, par ce travail lent, mais précieux, on voit quand même qu'un certain nombre d'enfants qu'on aurait imaginé non reconnus comme mineurs, le sont. Voilà. Mais c'est encore pas complètement satisfaisant, puisque sur le département, il y a encore à peu près 70 jeunes qui ne sont pas reconnus mineurs. Et pour lesquels, effectivement, alors là, pour le coup, c'est les associations, c'est les bénévoles qui assurent leur accueil. Alors, autre question. Ne faut-il pas réformer les études de médecine pour valoriser les actes de prévention et d'accueil inconditionnels dans les cabinets libéraux? Oui. L'accueil des patients dans les cabinets et ailleurs, d'ailleurs à l'hôpital, mais dans les structures sociales, c'est évidemment très, très, très important. Je ne sais pas si la question étant la réforme des études de médecine, même si on peut introduire, et pour les universités que je connais, il y a par exemple beaucoup plus aujourd'hui, mais c'est pas suffisant du tout, hein, mais beaucoup plus de modules. Alors souvent c'est des choses optionnelles, c'est-à-dire que le font que souvent déjà les étudiants qui sont intéressés, qui ont une certaine sensibilité, mais par exemple comment l'anthropologie au service des médecins, par exemple. Alors nous, je ne sais plus comment on appelle ça, anthropologie au service de la médecine, ou je ne sais plus, où on leur apprend à travailler avec des traducteurs aussi, avec d'autres professionnels. Enfin, bon, des choses comme ça existent. Parce que la question n'est pas individuelle seulement, elle est aussi collective, quoi. C'est souvent travailler à plusieurs et très, très important dans ces situations d'accueil de tous les patients. Bien sûr, par exemple, ne pas imaginer mettre un traducteur dans une consultation, même lorsqu'on vient parce qu'on a mal à l'estomac, c'est faire ce que j'appelle de la médecine vétérinaire. Donc, oui, mais ce n'est pas tant une réforme, me semble-t-il, que ces questions-là soient en tous les cas dans les apprentissages de la relation, dans les apprentissages, dans la supervision également. Mais c'est vrai pour les médecins, je le pense aussi en sciences humaines, pour les psychologues par exemple, ou pour les travailleurs sociaux.
c'est dans l'ensemble de ces métiers, il y a un effort à faire aussi bien en formation initiale que continue. Vous rappeliez tout à l'heure le rapport que j'avais rendu, c'était pareil pour l'école. On l'a dit pour l'école, en formation initiale et continue, l'importance de tous ces éléments-là, comment on évalue les enfants qui arrivent allophones et comment même les mineurs isolés, comment au fond on passe tellement de temps à savoir quel âge ils ont et finalement le droit aussi d'être scolarisé, ça vient toujours, c'est toujours secondaire par rapport à cette question de quel âge il a. Donc il y a tous ces éléments-là qui sont extrêmement importants. Effectivement, formation initiale et continue, mais je le mettrais vraiment moi de manière très pour tous nos métiers, quoi. J'aurais envie d'ajouter un paradoxe, c'est que j'ai lu qu'effectivement, on avait la proposition que les futurs médecins, donc internes, puissent aller faire tous un stage en psychiatrie, sans doute avec l'idée que peut-être là, on pouvait apprendre l'importance du lien dans le cadre de l'activité médicale. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les services de psychiatrie, je crois, par rapport en tous les cas à la transmission culturelle de ces savoirs, de l'importance du lien, eh bien, j'ai l'impression qu'ils ne sont plus transmissibles parce qu'il n'y a plus de psy. Voilà. Alors peut-être qu'effectivement, il faut que les internes, parce que je crois beaucoup à ça, en tous les cas pour moi, ça a été très important dans ma formation, c'est que les internes, s'ils passent en service de psychiatrie, ils aient l'humilité de demander au personnel de leur apprendre quelque chose de ce côté-là. Oui, la psychiatrie, mais aussi la psychologie. Enfin, c'est ça, c'est de se sensibiliser à la souffrance et à la relation, à la souffrance d'ailleurs. Bien sûr. C'est dans cette idée, ça se fait dans beaucoup d'endroits. Alors pas forcément, en tout cas, que les externes passent en médecine, en psychiatrie. Pour se sensibiliser à cette question. Après, il faut aussi que les services de psychiatrie intègrent cette question-là, bien sûr, parce que sinon... mais lorsqu'on a entendu... moi, j'ai le souvenir, par exemple, quand j'étais interne, un de mes premiers patients, c'était un mineur isolé. Et je ne l'oublierai jamais, celui-là, ce qui m'a appris de ce que vivent les enfants et les adolescents dans ces parcours. Bien sûr, c'est aussi très important de la rencontre, d'être affecté par ce type de rencontre. Mais c'est vrai que les conditions de la rencontre sont importantes. Et donc, oui, je pense que plus on mettra ça dans les formations initiales, plus ça nous rendra un peu plus humains, quoi. Et conscient des aspects politiques, parce que je pense que c'est les deux à la fois. C'est vraiment l'intime et l'humanité, mais aussi conscient du fait que la clinique, c'est politique, quoi. Que, voilà, si on n'a pas les conditions pour se rencontrer, d'accès aux soins, de respect des droits, etc., eh ben, on ne pourra pas soigner, quoi. Oui. Mais là, vous voulez peut-être dire des choses. Vous voulez peut-être faire un commentaire supplémentaire ou pas. En tous les cas, moi, j'avais été bien sûr très sensible à ce que vous avez évoqué avant d'écouter les témoignages des collègues ici sur la manière dont effectivement votre travail était traité par les collègues de l'OFI. Et je dirais que ma première réaction était sans doute quelque chose que vous avez dû partager, quoi, d'être totalement déconcerté par ces réponses, avec le sentiment effectivement qu'on a l'impression d'être désavoué dans son travail. Voilà. Et il y avait une chose qui m'était
venu, c'était à propos de deuxième exemple, je crois, sur la réponse qui vous a été faite à propos de la dépression réactionnelle. J'avais été un peu surpris de cette réponse parce que je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire, ce collègue psy, si c'est un collègue psy, en disant, mais la dépression réactionnelle, non, ça n'existe plus. Ou en tous les cas, ce n'est pas un truc à dire parce que ça va se retourner contre le patient. Alors là, c'est vrai qu'on reste un peu dubitatif sur cette réponse. Je dirais d'autant plus qu'effectivement, comme on l'a compris ce matin, le diagnostic de névrose traumatique a disparu sous couvert du développement de la notion de EPST. Et donc, sans doute, la dépression réactionnelle, elle a subi un peu le même sort que la notion de névrose traumatique. Cependant, comme ça a été rappelé, c'est qu'effectivement, quand on parle de psychotrauma, on fait quand même un lien étroit entre une cause et un effet. Et donc, vous dire la dépression réactionnelle, ça n'a plus de valeur, c'est quand même un peu, effectivement, très discutable. Oui, tout à fait, je peux réagir, surtout que j'ai vu apparaître aussi une question qui est posée sur essayer en tout cas de tenter d'expliquer, s'il vous plaît, ce que signifie le fait que les informations d'ordre réactionnel sont délétères pour constituer un dossier auprès de l'OFII. Qu'entend-on par réactionnel? C'est vrai que c'est très dur de répondre à cette question parce qu'il a fallu deviner ce que voulait dire le confrère qui est psychiatre quand il a fait cette relecture du dossier de l'OFII, sachant que cette patiente avait des signes d'état stress post-traumatique, des hallucinations, des dissociations. Enfin, il n'y avait pas que l'élément de tristesse de l'humeur et d'un syndrome dépressif. Il y avait tout un cortège de signes associés au trauma. Et que tout cela était trop réactionnel à son histoire. Et que cela avait un caractère péjoratif. Donc je le prends, ça a été dit comme un conseil. Moi, je l'ai pris plutôt comme un problème idéique entre médecins, de conception de ce qu'est un trauma. Donc, je ne peux pas vraiment expliquer ni abonder dans le sens que ce serait un conseil à donner aux personnes qui écoutent mon intervention, du moins. Je pense que c'est plutôt un problème d'interprétation et de compréhension sur l'idée même de ce qui fait trauma dans la trajectoire d'une personne. Je ne pense pas que je puisse vraiment donner un conseil dans les suites de ce que j'ai livré dans mon intervention. Alors, une autre question, c'est en addictologie, on développe le concept de patient expert. Je pense que ça rentre dans la question des pères aidants. Une évolution vers la possibilité de prise de parole de migrants dans des consultations serait-elle utile? Sûrement. Cela existe-t-il? C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, il peut y avoir des migrants experts, ne serait-ce qu'à travers tout ce qu'ils ont pu traverser, voilà, pour éventuellement aider d'autres. Ouais, ça existe. Alors, dans ce que je connais moi, ça existe vraiment comme ça. J'ai vu en tous les cas à Amsterdam, aux Pays-Bas, des consultations, des lieux d'accueil où ça fonctionnait comme ça. Il y avait des patients experts, enfin des patients. Une fois, enfin, je ne sais pas s'il faut même les appeler comme ça, mais en tout cas des pères aidants, quoi, plutôt. C'est plus migrants eux-mêmes, qui avaient aussi une fonction évidemment de médiation. En France, je ne sais pas si ça existe tout à fait comme ça, mais on pourrait quand même dire que nos médiateurs, comme en Italie d'ailleurs, en tout cas dans des équipes que je connais en Italie, à Bologne ou à Milan, où les médiateurs c'est des médiateurs, c'est pas simplement des pairs, ils sont formés et puis on milite pour qu'ils soient des professionnels d'ailleurs. Mais dans leur mission, dans leur fonction telle qu'on la voit, on voit bien qu'ils ont aussi cette fonction au fond d'être capables de traduire peut-être des choses qu'ils connaissent bien, de les traduire aux autres, aux professionnels qui accueillent ces migrants et ces réfugiés. Donc je trouve que c'est un peu nos médiateurs qui ont beaucoup de missions, parfois un peu trop d'ailleurs, parce que c'est un grand éventail, mais qu'ils jouent un peu cette fonction-là. Ils peuvent jouer en tout cas, mais à ma connaissance, c'est pas conceptualisé comme ça
tout cas, dans les dieux que je connais moi, il y en a peut-être qui le sont, hein, je ne connais pas. Thierry Bobet souhaite intervenir, je peux lui ouvrir le micro. Thierry, en principe, tu peux prendre la parole, on t'entend. Bonjour à tous et toutes. Je suis arrivé il y a peu de temps, je suis désolé, je devais être entre deux endroits dans la journée. J'ai écouté la fin de l'intervention de Marie-Rose et puis la discussion après surtout, et je voulais juste dire deux petites choses. Alors, au Centre national au Centre national de ressources et de résilience dont je vous ai parlé ce matin, donc, il y a un groupe qui s'appelle la communauté de personnes à l'épreuve du trauma. Et c'est des personnes qui ont vécu différents types de traumatismes, abus sexuels, accidents, terrorisme, deuil de mort violente d'enfants, etc. Et cette communauté de personnes à l'épreuve du trauma est intégrée à toutes les activités du CN2R. C'est-à-dire que même dans la conception d'actions de recherche ou de formation ou la publication de contenu, leur avis est systématiquement sollicité. Alors, ils travaillent en groupe sous la houlette d'un collègue qui est expert d'intervention des pairs en santé. Et on recherche justement des patients ou des anciens patients qui auraient cette expérience de mineurs isolés ou de demandeurs d'asile et qui seraient prêts à travailler avec nous là-dessus. Alors, c'est rémunéré en vacation, ce n'est pas un travail à temps complet, hein, mais c'est des interventions ponctuelles. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de mettre en place, en fait. Voilà. Et puis, sur la question des dépressions réactionnelles, je pense que si le collègue qui lit le document est un peu de mauvaise foi, il peut considérer que ça n'existe plus, les dépressions réactionnelles, que ce sont des troubles de l'adaptation en logique DSM, et que donc il suffit de retirer la cause, comme on retirerait une écharde pour que la personne aille mieux, et que donc ça ne justifie pas de mesures particulières, quoi. Donc je pense que peut-être que ça peut être mal interprété par quelqu'un de mauvaise foi si on introduit ce terme de réactionnel. Voilà, merci. Derrière, à droite de l'écran, si vous souhaitez. La différence d'appréciation ne vient-elle pas de la différence de position entre soignants et médecins poseurs de diagnostic pour le FI? Bon. C'est-à-dire que tout diagnostic est totalement saturé de concepts, voire d'idéologie, hein, pour certains. Donc oui, il peut y avoir des différences de position, mais il y a aussi l'utilisation, là par exemple, on le voit sur la question réactionnelle, on l'a vu sur le trauma. C'est à la fois une question de sémiologie, mais je trouve que c'est aussi une question d'empathie, c'est-à-dire de se mettre, et puis de position unique, c'est-à-dire du point de vue du patient. Si on est capable d'exprimer les choses du point de vue du patient, voilà, ça c'est une manière de faire, c'est celle qu'on défend en général. Et puis si c'est de l'extérieur avec des grandes catégories, alors évidemment là après c'est du charcutage et on met où on veut la catégorie, on coupe où on veut, quoi. Et donc en fonction de ça, on va totalement modifier des expériences de vie et des représentations de ce que l'autre a vécu. Sachant par ailleurs, par exemple, même dans l'histoire que je vous racontais de shérif, que ce shérif vu en individuel et le shérif vu en groupe, ils ne racontent pas la même histoire parce que les conditions ne sont pas les mêmes et parce que la langue n'est pas la même. Et donc, à ce moment-là, on peut aussi avoir une représentation finalement beaucoup plus grande, beaucoup plus vraie aussi, beaucoup plus juste de l'ensemble de son paysage et de sa réalité.
Donc, tous ces éléments-là rentrent en ligne de compte. Donc, après, effectivement, c'est comment on arrive à transmettre et à convaincre de ces expériences. Après, je rajouterai volontiers quelque chose pour simplement rebondir après la subjectivité, que dans le cas de l'office, c'est aussi un procédé qui dématérialise. Il y a une première consultation de rencontre, et ensuite il y a 3 médecins qui se réunissent indépendamment de façon dématérialisée, sans le patient, et qui vont faire une analyse sur dossier pour formuler une réponse qui sera transmise au préfet. C'est-à-dire qu'il y a aussi un biais, enfin moi j'appellerais ça un biais, disons qu'on s'éloigne beaucoup de la médecine et de l'expertise clinique aussi, par rapport à l'âge. Mais je pense qu'on s'en éloigne volontairement. Enfin, c'est pour éviter l'empathie, c'est pour éviter la rencontre. Moi, c'est pareil quand on dit mineurs non accompagnés, je dis mais c'est des enfants, c'est des adolescents, vous voyez. Mais on dit mineurs, c'est-à-dire on dit une catégorie juridique. Là, c'est dématérialisé, mais de toute façon, c'est la question de la distance. On se met à distance et on n'est plus dans une idée où deux personnes qui se valent, se rencontrent ou sont susceptibles de se rencontrer. C'est cette notion, effectivement, ouais, je pense que ça joue aussi. Oui, moi j'ai tout à fait envie j'ai tout à fait envie de rajouter là quelque chose parce que j'avais noté, outre le côté des aveux, des mentis, j'avais mis des empathies. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression que ce que le corps médical de l'OFI nous renvoie, c'est que dans le fond, ce qui prime, c'est la désempathie. Notre capacité d'essayer de comprendre dans notre fort intérieur ce qui se passe pour l'autre, ça ne doit pas exister en quelque sorte. Voilà, hein, c'est-à-dire que tout ce qui est finalement ce sur quoi se bâtit notre travail, c'est nul et non avenu. Donc là, il y a un vrai problème. Et si je pousse un peu plus loin, parce que c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal à tenir ma colère silencieuse, c'est que je me dis, il y aura peut-être un moment donné à déterminer quelle est l'éthique du contrôle médical, et en particulier par rapport au domaine de la psychiatrie. J'ai compris que ce n'était pas effectivement une démarche d'expert, parce que si c'est une démarche d'expert, ce que nous avons entendu ce matin de la part de Jacques Marblé, on voit bien qu'il n'y a pas une incompatibilité entre une écoute d'experts et comment dire, le respect dû au patient par rapport à la dimension thérapeutique que peut aussi représenter une manière d'interroger et d'écouter dans le cadre de l'expertise. Donc, si ce n'est pas des experts, donc ce sont juste des contrôleurs, moi je dis il est important qu'on finisse par qu'on doit définir de manière éthique ce que c'est qu'un contrôle médical quand on voit les réponses qui nous sont faites.